Et on va repartir avec une session d'électro, cactus et mammouth qui vont revenir faire trembler la scène, vibrer les écoutilles. C'est à vous. Les astres nous entourent, les planètes contournent, la divine ville d'Orsay pour l'éternité. Inclinez-vous devant l'étoile du noir, l'étoile du soir, l'étoile de l'espoir. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Explosion d'étoiles. On avait une question avec les intervenants scientifiques ce soir. Est-ce que le Big Bang a fait du bruit? Parce que l'univers est vide. Donc est-ce qu'il y avait un bruit? Et si quelqu'un peut me l'imiter, s'il y en avait un, dans la salle, dans l'audience, et quelqu'un est volontaire ce soir? Si personne ne vient, je vais changer mon son de guitare. Big Bang. Big Bang. Solo de guitare interstellaire. Nappe phréatique de synthétiseur. Harmonique sifflet ultrason. Faites un maximum de bruit pour le dieu vivant de la guitare électrique. Cactus ici présent. Pas. Eh bien, ce qui paraît, sans prétention, le Big Bang a fait exactement ce bruit-là, donc on est content. Quatre Exactement. accords pour un Big Bang. Big Bang, Big Bang, à Orsay, à Orsay, à Orsay, à Orsay. Big Bang, Big Bang, dans la délicieuse ville d'Orsay, grâce aux étudiants de Cachan.
On doit continuer ou pas encore? Ouais, niveau timing, on est comment, chef? 2 2 minutes. minutes. Ah. Alors, on peut faire le tour des prénoms de tout le monde ce soir. Alors, Alors, on a qui là-bas? dites. Bah, on commence par toi alors. Aurélien. Aurélien. Ok. Alice. Alice. À toi. Léna. Léna. Toi. Jacques. Sébastien. Toi. Anna. Anna. L'homme masqué. Théo Guillaume. Guillaume. Monsieur là-bas. Salut Marc. T'as de beaux yeux d'ici. Et monsieur à gauche. Hervé. Merci Hervé. Vu ton polo, t'as l'air un peu plus important que certains ici. Oh ben toi, t'es vachement dans le thème quoi. Ah, c'est vraiment bien. T'as de la chance. Monsieur avec le t-shirt Rick et Morty à peu près. Salut Michel. Et il nous reste combien de temps? Ok, à toi. Heineken. Heineken. Bah, on connaît, mais avec la fumée, on voit plus. J'adore le début. Ah, pardon. Ah, ben. Thomas. Clément. Paul. Jules. Et là, on voit plus. Alors, Je pense qu'on est arrivé au temps là, non? C'est bon. merci. Merci. C'était la session d'appel la plus surréaliste de toute ma vie. Donc sur ce, je vais donner la parole à Hervé et à Marc Sauvage, qui est astrophysicien au CEA et qui va venir nous parler des mésaventures et des aventures des projets spatiaux. Donc je ne sais pas précisément ce qui nous attend. Peut-être va-t-on nous aventurer dans les décompressions dans le vide spatial. Peut-être qu'on va parler de morts violentes ou peut-être de morts rigolotes. Voilà. Et ben ça va être la surprise. Je crois qu'on pourra parler d'aspects divers sans même encore aller dans l'espace. Enfin Marc, tu vas nous évoquer ça. Est-ce que tu peux te présenter? Enfin, tu es astrophysicien au CEA, mais peut-être plus de détails. Effectivement, donc je suis astrophysicien au CEA. Plus proche. Et là-bas, je travaille surtout à la... Enfin, là-bas, c'est pas si loin, c'est au-dessus, sur le plateau. Je travaille surtout à la réalisation d'instruments pour des missions spatiales astrophysiques. Et ça veut dire aller depuis le travail de conception de l'instrument, de réflexion sur quel genre de détecteur on va mettre et comment on va les utiliser, jusqu'à la planification de comment l'observatoire qui les emporte va fonctionner, et comment les gens vont s'en servir, comment on va analyser ces données, comment on va organiser tout le système qui va gérer cet ensemble et délivrer des données aux scientifiques. Exactement. Donc tu fais partie des précurseurs des grandes missions comme Herschel en particulier. Voilà. Enfin, on a travaillé sur d'autres missions ensemble, mais Herschel en particulier. Tu peux nous dire deux mots sur Herschel avant de parler des autres peut-être? Voilà, moi effectivement j'ai couvert un certain nombre de choses. Alors, j'ai déjà pas mal de carrière derrière moi, donc j'ai commencé petit sur ISO où j'étais parmi les gens qui s'occupaient de calibrer cet instrument quand il était en vol. Alors ISO, Infrared Space Observatory, lancé en 1995 par l'Agence spatiale européenne. Exactement. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas tellement. Et après ça, effectivement, j'ai embarqué sur Herschel. Donc Herschel, c'est presque, je dirais pas que c'est le projet de ma carrière parce que depuis j'ai fait autre chose, mais c'est celui que j'ai suivi depuis le moment où c'était juste du papier, au moment où il est archivé maintenant et il dérive tout seul dans l'espace, tranquille, sans gêner personne, mais il fait plus rien. Donc c'est celui que j'ai suivi de bout en bout. Peut-être pas depuis le début, parce qu'il a démarré en 78, mais depuis le début un peu concret.
Alors ça a été accepté quand je sais que Planck a été accepté en 96. Planck et Herschel ont été lancés au même moment en mai 2009. Herschel a été accepté quand ou disons toi tu as commencé j'ai à tremper commencé à quand? travailler sur Herschel à peu près dans les fins des années 99-2000. En fait, j'ai fait une transition ISO Herschel, ISO s'est arrêté, j'ai basculé sur Herschel. C'est ça. Alors donc au CEA, vous étiez responsable de pas mal de choses. Et toi, alors, est-ce que tu peux raconter en deux mots de quoi tu étais responsable, comment tu as vu les choses, et puis peut-être qu'on pourra parler ensuite des aventures et mes aventures. Donc, quand j'étais sur ce satellite ISO, moi je m'occupais de la calibration de l'instrument. Et quand je suis passé sur Herschel, en fait, je suis devenu ce qu'on appelle le responsable scientifique de l'instrument, c'est-à-dire la personne qui, au fil de sa conception, va s'assurer que les choix qu'on a à faire sont toujours cohérents et compatibles avec les objectifs scientifiques qu'on s'est fixés. Parce que il y a une chose qu'on réalise assez peu, c'est que, enfin, toi tu la connais, mais quand on voit une expérience spatiale depuis sa fin, c'est-à-dire depuis le moment où elle fonctionne dans l'espace, elle a l'air de faire ce pourquoi elle a été conçue. Mais quand on la voit depuis le début, en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des objectifs. On veut aller observer quelque chose, on veut récupérer tel signal, on veut mesurer tel truc. Et en fait, il va falloir trouver comment le faire. Et donc, il y a des fois où il va falloir tout inventer pour trouver comment le faire, c'est-à-dire depuis le détecteur jusqu'à la plateforme sur laquelle on va le mettre, jusqu'à la façon dont on va utiliser cette plateforme, jusqu'à l'endroit où on va aller la positionner dans l'espace pour que ça marche. Et donc, tout ce processus-là, c'est un processus de décantation, de grandes espérances parce que ça y est, on a trouvé le truc, de désillusion parce que ça ne peut pas marcher, de choix tout à coup complètement absurdes. Et si on se mettait à tel endroit, et de devoir combattre des gens qui disent non, ça n'a jamais été fait, on ne peut pas le faire, et puis de le faire. Et donc c'est tout ça, c'est un peu tout ça l'idée dont finalement en participant à ce projet, on voit des tas de choses qui n'apparaissent plus parce que, un peu comme je le disais, ces instruments, on travaille tellement dessus qu'il y a toujours quelque chose qui marche. Moi, j'ai pas vu beaucoup de manifs spatiales qui n'ont vraiment pas marché. On a la chance, nous, de faire de l'astronomie, pas d'essayer de poser des trucs sur des planètes ou de faire des manœuvres assistées par la gravité ou si on se met à confondre les mètres et les inches, on ne va pas partir du tout dans le bon coin. Donc quand on s'intéresse aux astres distants dans l'univers, ça rate en général pas. Ça fait peut-être pas exactement ce qu'on voulait que ça fasse, mais ça fait quelque chose. Et comme c'est le seul objet qu'on a envoyé, ce quelque chose, c'est déjà génial. C'est peut-être un peu moins que ce qu'on voulait, mais c'est déjà génial. Donc ça rate jamais. Par contre, quand on suit comme ça le développement d'une expérience, il y a des fois où on sent qu'on n'est pas passé loin du précipice. C'est ça. Et c'est un peu ça l'idée que je te proposais, c'était de raconter quelques moments là, dans la vie de ces expériences où on apprend un truc et c'est le coup de massue, on se dit on s'en relèvera jamais. Et la plupart du temps on s'en relève et finalement c'est une chose que ça apprend, je trouve. C'est que quand je démarre avec des gens pour qui c'est la première expérience, cette espèce de grosse déprime quand il y a un problème. Finalement, la leçon que ça apprend, c'est que sur une expérience comme ça de 10 à 15 ans de développement d'un objet unique, il y aura des gros problèmes. Il y aura des gros problèmes. Mais à la fin, si on n'est pas mauvais, à la fin, il va sortir quelque chose. Ça marchera, ouais. Donc j'en ai quelques-uns en stock. On va y aller. Donc tu disais plateforme, ça veut dire satellite, en fait, qui retient le télescope et la charge utile. Herschel, donc... Il y a pas mal de choses que tu as vécues. Tu commences par quoi? Par la vibration? Moi, je dirais le premier que... Je vais commencer par le pire. Voilà, comment? Donc, quand on fait un satellite, il va partir sur une fusée. Et une fusée, ça vibre dans tous les sens, ça fait énormément de bruit. Et donc, un satellite, il doit résister à ça. Les fusées, toutes les fusées ne font pas le même bruit. Elles ont chacune leur spécificité. Donc, quand on construit un satellite qui va partir sur une certaine fusée, on reçoit un profil de vibration. On dit la fusée, elle vibre comme ça, à telle fréquence, et puis à telle autre fréquence, là, il y a une espèce de monstrueux pic.
Et donc ces vibrations, notre instrument va les ressentir, elles vont passer à travers la structure du satellite, il va les ressentir, et donc il faut qu'il y résiste. Donc on a un profil de vibration auquel l'instrument doit résister. Et sur Herschel, on avait fait un instrument qui était forcément génial. Et bon, il y avait des petites pièces du détecteur qui, parce qu'elles devaient être super froides, elles étaient accrochées avec des fils Kevlar, une espèce de petit tissage de fils Kevlar pour rien toucher. Comme ça, on pouvait aller refroidir juste cette pièce-là et pas la grosse structure qu'il apportait. Alors c'était super, mais bon, les fils Kevlar, il ne faut quand même pas trop les secouer, quoi. Donc on avait regardé le profil de vibration que nous donnait Ariane Espace, et on avait dit, ça serait quand même bien qu'à tel endroit de ce spectre, dans telle fréquence, il y ait quelque chose qui amortisse un peu, hein, qu'on amortisse ces fréquences, qu'on ne se prenne pas toute la sauce, là. Et donc, la difficulté des expériences spatiales, c'est que vous faites un instrument, vous ne pouvez pas parler à Airbus qui fait le satellite, vous ne pouvez pas parler à Ariane Espace qui fait la fusée, il faut parler à l'ESA qui va reparler à Airbus qui va reparler. Donc nous, on a dit à l'ESA, ce profil de vibration, c'est bien, mais là, il faudrait que vous négociez avec Ariane Espace pour que ce pic de vibration soit plus bas. Et l'ESA a dit, on s'en occupe. Donc on a fait notre instrument, comme ça, voilà, tranquille, 10 ans de travail à faire cet instrument. Et puis on arrive, on est intégré sur le satellite, on arrive pour les tests en vibration, donc on va tout faire vibrer. Et là, l'ESA nous dit, au fait les gars, cette dérogation, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, en fait on l'a pas. Et donc là, nous, c'était un très très grand moment de solitude. Parce que dans les faits, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. On n'était pas du tout prévu pour résister à ces vibrations. Et donc, on a eu des énormes discussions quant à savoir si on pouvait les faire ou pas. Alors, ce qui nous a sauvés, c'est le pot belge, le pot de vibration belge. Oui, le pot belge a aussi d'autres significations. On appelle ça un pot de vibration, c'est une espèce de table comme ça va vibrer dans tous les sens. Enfin, justement, pas dans tous les sens. Un pot vibrant, voilà. Voilà. Donc, on pose son instrument dessus et on envoie des vibrations. Et c'est censé vibrer de façon contrôlée. Donc on va vibrer d'avant en arrière, de gauche à droite, de haut en bas. Et celui-là, quand on contrôlait dans un sens, c'était super, mais ça ne contrôlait pas du tout dans les autres. Donc on a envoyé des beaux profils de vibration contrôlés, et ça vibrait n'importe comment dans tous les autres sens. Donc en fait, on a vibré beaucoup trop fort. Et on n'a pas cassé notre instrument. Donc il n'était pas fait pour résister à ce truc, mais il y a résisté. Et c'est la carte qu'on a jouée en disant, regardez. On a été trop fort à un moment, ça a tenu. Donc ça doit tenir. Donc on ne va pas le refaire. Hein, on va pas le refaire, parce que si on le casse maintenant, ce serait vraiment trop bête. Et c'est comme ça qu'on l'a passé. Et le dernier point qui est un peu coincé, c'est que donc on n'a pas fait le test de vibration. Parce qu'on s'est dit, on a résisté une fois, on va peut-être pas tenter 2 fois au sol, quoi. On va dire que la deuxième fois, ça sera le lancement, puis si ça casse, ça casse. Et c'est le CNES après, qui est en charge du lancement à Kourou, qui a dit, les gars, vous n'avez pas testé les vibrations de votre satellite? Moi, je ne le lance pas. Donc c'était rebelote à Kourou de négocier, de dire, non, mais on ne l'a pas testé, parce qu'en fait, on l'avait déjà testé. Et on est parti quand même. Ça, je dois dire, c'était le pire, parce que, en fait, il a fallu se convaincre qu'on était plus solide qu'on ne croyait. Et on a quand même croisé les doigts jusqu'à l'allumage en vol, se dire qu'est-ce qu'on va récupérer. C'est ça. C'est un risque énorme pour que, comme tu disais, est-ce que les détecteurs étaient connectés ou pas au fond, En fait, on aurait pu casser cette structure et donc les détecteurs allaient toucher. Donc ça n'aurait jamais fonctionné. C'est ça. Donc c'était un gros risque. Ça, c'était quelque le part. pire. Mais ce que ça montre, je trouve aussi, c'est que, en fait, c'est pour ça que je dis, quand on travaille bien, en fait, on prend beaucoup de marge, on fait des trucs assez sérieux, ce qui permet de faire face à des problèmes comme ça, où si on avait toujours été aux limites, ça serait mal passé. Alors il y a une autre mésaventure qu'on a vécue ensemble dans nos coins respectifs, c'est cette idée complètement débile, dans les années 2000 et quelques. Il y avait Herschel d'un côté, donc, qui est un observatoire super puissant, super précis, qui observait des zones dans le ciel de manière fixe, en quelque sorte. Et puis Planck,
sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui lui faisait des ronds dans le ciel pour avoir tout le ciel en quelques mois. Et une année, ils nous ont proposé, parce que problème de coût, de je sais pas quoi, de les mettre ensemble sur le mode, pendant quelques jours, vous tournez tous, et puis on s'arrête, et puis c'est Herschel qui fait son pointé, et on se remet à tourner tous pour faire Planck. Voilà, c'était ce qui s'appelait Flanck, donc le concept Planck-Herschel. Et on était tous mais abasourdis. En fait, oui, il y a eu une phase dans la préparation de Planck et Herschel où il y avait même un troisième, j'arrive plus à me rappeler son nom, parce que l'ESA avait développé... Donc, un satellite, c'est toujours ce qu'on appelle une charge utile. Donc, en anglais, un payload module, c'est ce qui va faire la science. Et puis, un module de service qui, lui, contient le système qui fait pointer le satellite, les communications avec la Terre, ce qui gère les panneaux solaires, qui envoie l'énergie, enfin voilà. Et l'ESA avait un contrat pour fournir 2 modèles d'un module de service. Et je me souviens que même au début, on avait 3 projets. Je n'arrive plus à me souvenir du 3e. Et le jeu, c'était les 2 plus rapides vont partir. Et ça, c'est de la folie totale parce que ça veut dire qu'on travaille n'importe comment pour essayer d'être plus rapide que les autres. Donc ça a duré à peu près 1 an, cette idée que oui, les 3 projets, vous travaillez, mais les 2 premiers arrivés, ils auront leur module de service et ils décollent. Ça, c'était le premier truc. Et après, il y a eu cette histoire, 3 projets, 2 plateformes. Alors peut-être qu'ils en ont mis 2 sur la même plateforme. Et... Non, c'était un autre truc. Et donc, il y a eu cette idée d'avoir un module de service avec d'un côté Herschel, de l'autre côté Planck. Et quand on expliquait qu'il y en a un qui doit fixer et l'autre qui doit tourner, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est resté, en fait, jusqu'à ce que les gens disent non, ça peut vraiment pas marcher et ça va être tellement compliqué qu'on va même pas économiser d'argent. Oui, parce qu'on avait de l'hélium qui avait une durée de vie limitée, donc on perdait du temps et de la science. Et donc en fait, je trouve qu'une des choses que ça apprend, c'est que il faut un certain degré il faut une certaine résistance à l'absurde dans ce métier. C'est-à-dire, il y a des moments où on va passer par des états où les gens vous disent comme ça sérieusement n'importe quoi. Alors il faut dire oui, on va étudier, on va regarder, hein, et puis il faut continuer à avancer sur sa lancée avec ses idées en tête. Ça peut fonctionner. Il faut pas perdre trop d'énergie à essayer de combattre des trucs qui... En fait, voilà, il faut arriver à reconnaître quelles sont les choses qui tiennent pas la route et qui vont s'effondrer d'elles-mêmes. Donc celles-là, il ne faut pas les combattre. Il faut les laisser suivre leur cours jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent d'elles-mêmes. Il y en a d'autres qui sont plus pernicieuses et qu'il faut, elles, vraiment combattre parce qu'elles vont amener à des pertes de capacité et du coup des pertes de science. Et puis, il faut se préparer à ce que des fois, et en particulier vers la fin des missions, on trouve des trucs qui sont difficiles à gérer parce que plus on se rapproche du lancement, et moins on a la capacité de réparer quelque chose. Et donc, il faut savoir que même avec un instrument diminué, comme c'est le seul de son espèce, on va faire des trucs géniaux. Voilà. Et ça permet de résister. Et peut-être une dernière mésaventure avant de parler de l'avenir sur des panneaux solaires. Voilà, ça, c'était aussi pas mal. On avait donc, je l'ai dit, il y a un module de service dans lequel il y a toute l'électronique qui contrôle les instruments, puis il y a un instrument quelque part dans le payload module. Et donc, en général, il y a des câbles qui passent de l'un à l'autre pour transporter alimentation électrique, récupérer le signal. Et il n'avait pas la Wi-Fi sur les satellites encore. Et donc, ces câbles-là, ils ont une certaine importance. Et nous, on en avait il y en a en général beaucoup. Et donc, on avait toute une série de câbles. On avait dit qu'il faut tous les passer ensemble. Parce que si vous ne les passez pas ensemble, ça fait une espèce de boucle. Et ça fait une boucle, ça fait antenne, ça capte très très bien toutes les perturbations électromagnétiques qui vont passer. Et comme ça va contacter dans le détecteur, cette antenne-là, elle va bien fonctionner pour capter toute autre chose que ce qui nous intéresse. Donc il faut vraiment ce qu'on appelle les router ensemble. On avait fait des schémas et tout, on avait expliqué pourquoi. Et puis, donc le satellite est monté et on découvre que c'est routé pas ensemble. Ça fait une super boucle et qu'en plus, c'est une boucle qui est passée derrière les panneaux solaires
et que les panneaux solaires, c'est un système qui non seulement génère de l'énergie, mais génère énormément de perturbations électromagnétiques. Donc on avait une super antenne à ondes électromagnétiques devant un super émetteur. On leur a dit non, c'est pas possible, ça va pas marcher. On va capter les panneaux solaires et pas le rayonnement qui nous vient des galaxies à des redshifts de 3 ou 4. Et les A disent non, démontrez-nous que c'est le cas. Donc on ne sait pas, il n'y a qu'à allumer les panneaux solaires, on verra bien. Non, mais c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc on a négocié comme ça des jours et des jours. Ils ne voulaient pas faire le test. Et nous, on était là, ça ne va pas marcher. Et donc, la façon dont on a réussi à le faire, c'est on a construit nos propres panneaux solaires. En fait, on a pris des panneaux de contreplaqué, on a collé des petits circuits électriques, on a alimenté ça avec des petites batteries pour reproduire la production, le comportement des panneaux solaires. On leur a dit, donnez-nous un jour dans la salle blanche, où on peut amener nos bobines et nos trucs. Et on l'a fait, on a amené les panneaux, on a branché les détecteurs, et on a vu, donc en fait ça fait des perturbations, donc on fait des transformés de Fourier du signal pour voir les perturbations, et on voyait ces énormes pics. Et là les gens disent, ok, alors on va rerouter vos câbles. Et donc on l'a fait, mais c'était incroyable de l'énergie qu'il fallait dépenser pour arriver à faire admettre quelque chose qui était finalement un principe de physique de base, mais oui, ça allait prendre un peu de temps si on voulait le faire avec les panneaux solaires du coin, donc on a tout fait de notre côté. En mode MacGyver. Exactement, ouais. Mais ça, c'est grâce au PI de Pax, qui est Albrecht Poglitsch, qui est un Allemand du Max Planck à Garching, et c'est quelqu'un qui sait tout faire. Et donc, en fait, voilà. S'il fallait fabriquer des panneaux solaires en bois, des bobines de 1,50 m, eh ben on le faisait. Si ça sauvait l'instrument, il fallait le faire. Pour finir, on est impliqués tous les deux à divers titres sur la mission Euclide. On ne parlera peut-être pas de Spica cette fois-ci, tant pis. Tant pis, de toute façon, c'est du passé. C'est la mission Euclide, qui est une grande mission de l'Agence spatiale européenne. On va lancer ça dans très peu de temps. Il y a plein d'histoires aussi. Est-ce que tu veux nous en raconter une, sans dévoiler forcément beaucoup de choses confidentielles? Voilà. Pardon? Donc, Euclide, c'est un satellite qui comporte 2 instruments. Un instrument qui fait des images dans le visible et un autre qui fait de la spectroscopie et de l'imagerie dans l'infrarouge. Et donc là, on est au moment clé. Tout est assemblé dans le satellite. Tout est construit. Et on teste son comportement à froid. Donc on a eu une première alerte, cette fois-ci à chaud, où on a perdu des contrôles sur une partie du détecteur visible. Là, on est à froid et ça remarche. Et on ne sait pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc ça, c'est une situation très inconfortable. C'est-à-dire que le système est tombé en marche, il a montré des pannes, et on n'arrive pas à l'expliquer, on n'arrive pas à la reproduire. Donc voilà, je vais juste parler de ça. C'est un des problèmes classiques. Quand on est un ingénieur et qu'on a une panne, on voudrait savoir pourquoi. Quand c'est une panne sur un satellite qui doit partir dans 1 an, il y a quelqu'un qui vous dit « Oui, mais alors si tu veux vraiment savoir pourquoi, il va falloir démonter le télescope, il va falloir démonter l'instrument, il va falloir l'ouvrir, il va falloir analyser les choses. Grosso modo, tu es en train de me dire qu'on en a pour 2 ans de juste essayer de savoir pourquoi c'est tombé en panne, alors que là, ça marche. » Voilà. Et donc là, on en est là. Il y a des gens très très sérieux, très très haut placés dans l'agence spatiale qui font exactement ce raisonnement, qui se disent, voilà, le choix est là. 1 an et demi de travail pour se rassurer qu'on a compris pourquoi ça ne marchait pas une fois et maintenant ça remarche. Ou bien, maintenant ça remarche, alors on y va. Et donc c'est plutôt ça qu'on fait là. Et donc en ce moment, on est parti pour y aller. Voilà, et lancement 2022, quelque chose comme ça. C'est décembre 2022. Décembre 2022, voilà, pour Euclide. Merci Marc de ton expérience. Et puis tu reviendras pour raconter d'autres aventures, et ton parcours, etc. une prochaine fois. Peut-être pas l'année prochaine, mais alors l'année d'après, on pourra parler du lancement. On parlera d'Euclide, et du commissioning. Voilà, exactement. Merci. Merci Hervé. À une prochaine. À une prochaine. Merci beaucoup Marc. Terriblement frustrant que de mettre un terme à cette discussion. Personnellement, j'ai des centaines de questions. C'est fou comment les aventures rocambolesques qui se cachent derrière ces conceptions sont pleines d'histoires. Et on croirait être dans des blockbusters, en fait. Même si on sait que ça se finit bien, parce que là, vous venez avec l'Happy End. Mais
Du coup, avant de redonner la voix à Electro Cactus, je propose de donner la parole à nos deux dessinateurs de talent qui nous ont concocté quelques petits dessins. Quoi? Oui, donc c'était en référence à... Bon, je vais le lire simplement ce que j'ai écrit. Élaborer des modules, c'est être au bord du précipice. Et là, je vous ai dessiné au bord d'une falaise. Et il y a un décollage qui est en contrebas, qui chante « Résiste, montre que tu résistes ». Alors moi, j'ai dessiné une navette spatiale qui arrive à proximité d'une planète et qui demande à la Terre si... elle dit « Allô la Terre, demandons confirmation, atterrissage ». Atterrissage est le mauvais terme, je sais. Mais voilà, donc ils ont un doute. Ils se demandent s'ils peuvent atterrir ou pas.